Cher Monsieur le Président de l'Insti, cher Philippe Guillet, Mesdames et Messieurs les participants, et participantes, Mesdames et Messieurs, chers amis. Écoutez, en venant ici, j'étais en train de relire l'intitulé de votre journée, donc science, culture, croyance. Je me disais que quand on voit ces trois mots mis côte à côte, on a presque l'impression d'être devant un sujet de philosophie. J'imagine que je ne suis pas la première à faire cette réflexion. Parce qu'on a là des mots riches, lourds de sens, et on pourrait sans peine en évoquer les nuances, les ambiguïtés aussi. On pourrait observer que la croyance comme opinion tient souvent une place spécifique entre ignorance et connaissance, établissant entre celles-ci une dynamique plus ou moins forte selon que l'on se situe chez Platon ou chez Descartes. On pourrait se livrer au plaisir du raisonnement et de la réflexion, on pourrait, le lieu s'y prête tout particulièrement, mais je crois que ce n'est pas le moment. On est dans un temps qui, en réalité, supporte assez difficilement les nuances, un temps où, lorsqu'on parle de croyance, on parle le plus souvent d'une opposition frontale au savoir, d'une opposition frontale, s'agissant de ce qui me concerne, aux enseignants, d'une confusion et d'un soupçon généralisé qui fragilise l'école. Et c'est dans ce contexte que se tient cette journée. Ce n'est pas donc un sujet théorique qui a été abordé, c'est un enjeu profondément pratique. Ça ne signifie évidemment aucunement abandonner l'esprit critique ou la recherche ou la finesse d'analyse, et je crois que le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur ce matin l'a rappelé avec force, nous en avons besoin de cet esprit de finesse. Mais nous devons tenir compte du contexte actuel qui donne à ces mots une autre résonance. C'est aussi cela que nous apprennent d'ailleurs la philosophie, l'histoire, la littérature, à savoir que les mêmes paroles, dans d'autres circonstances, prennent des accents bien différents. Croyance et science, donc. Ces deux mots ont une histoire commune longue, ils se sont rapprochés, éloignés, puis rapprochés à nouveau, au fur et à mesure que se déployaient les siècles. Ils sont aujourd'hui, je le disais, dans une relation pour le moins conflictuelle. Je n'hésite pas à le dire devant vous, nous sommes dans une situation particulièrement difficile, parce que l'école est en son sein, et plus particulièrement les enseignants, attaqués sur deux fronts, tous deux liés à la croyance. D'une part, le règne, pour ne pas dire la dictature, de l'opinion, et de l'autre, le poids grandissant des opinions religieuses, des croyances religieuses. En nous invitant à nous emparer de la science, de la croyance et de la culture, vous nous invitez donc, c'est comme ça que je le prends, à revenir d'une certaine façon aux fondations de l'école de la République. Sur quoi repose notre école, sur quoi repose l'idée même d'école. La première chose, comme le souligne son étymologie, c'est une liberté, scolé, qui signifie en effet temps libre. Et davantage encore, comme le rappelait Bourdieu dans les Méditations pascaliennes, un temps libre et libéré des urgences du monde, qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences et au monde. Alors évidemment, en disant ça, je suis bien consciente que bien des élèves auraient sans doute beaucoup de mal à souscrire à une telle définition, l'école temps libre. Bien des élèves, sans doute, verraient une libération beaucoup plus évidente quand la sonnerie retentit à la fin des cours ou quand on est un vendredi soir juste avant les vacances. Mais en même temps, j'insiste sur cette idée de liberté parce que je la trouve fondamentale, dans l'école comme dans l'enseignement. Car l'objectif de l'école, c'est précisément de former des citoyens autonomes, instruits, éduqués et cultivés. L'école est donc indissociable d'un autre projet qui est celui de l'émancipation. Lorsque vous regardez les textes fondateurs, vous retrouvez toujours cette idée qui suppose entre la science et la croyance une opposition très nette. Mais dès que l'on quitte l'idée d'école pour se tourner vers l'école telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle se fait, des nuances apparaissent. Il ne s'agit pas de renoncer à la science et au savoir, mais nous devons aussi tenir compte d'une réalité que résumait parfaitement Ferdinand Buisson quand il écrivait que l'école est ouverte à chaque enfant avec les croyances qu'il tient de sa famille. L'éducation, l'enseignement, ne se réalise pas à partir d'une table rase. Oui, nous accueillons les enfants, les élèves, avec toutes leurs dimensions, toute leur complexité et tout leur vécu. Cependant, l'école n'a pas à se soumettre aux singularités de chacun de ses élèves. L'école affirme aussi une distance, une liberté que vient justement garantir sa laïcité. Je le rappelle souvent en ce moment, mais l'école
l'école républicaine, s'est déclarée laïque avant la République. Dès les années 1880, plus de 20 ans avant la République, elle se fait laïque non pas pour exclure, mais pour inclure. Elle accueille entre ses murs des croyants, des non-croyants, et en son sein, chacun de ses enfants est d'abord considéré comme un élève. Oui, la laïcité transforme l'enfant, avec ses particularités, en élève de la République. Sans nier les parcours et les histoires individuelles et familiales, cette laïcité crée une identité commune qui dépasse les identités particulières et fonde ainsi notre appartenance à la République. Voilà pourquoi la laïcité est indissociable de l'école républicaine. Mais ces derniers temps, vous en conviendrez tous, cette laïcité est devenue confuse, abstraite, incomprise. Nous pensions qu'elle allait de soi, nous avions oublié qu'il était essentiel de la défendre, de l'expliquer. La remettre en évidence, c'est mettre un terme au non-dit et à un certain aveuglement. Car s'aveugler n'a jamais rien réglé. Transiger, ça n'est pas se ménager l'espace d'une victoire future, c'est s'assurer au contraire une défaite présente. Et c'est pour cela que nous avons tenu collectivement, c'était Vincent Payon qui avait lancé la démarche et que j'ai renforcée, à rappeler la place centrale de la laïcité dans nos écoles. C'est pour cela que nous avons fait afficher la charte de la laïcité dans nos établissements et que j'ai demandé depuis cette rentrée scolaire à ce qu'elle soit signée par les parents d'élèves. J'ai ainsi voulu m'assurer que tout le monde la connaissait et la reconnaissait. Tel est à la fois le sens juridique et pédagogique de cette charte, rappeler que la laïcité est un cadre défini par plusieurs textes successifs. Et à travers les différents articles de la charte, la laïcité se trouve transcrite très concrètement pour l'ensemble de la communauté éducative en termes de droits et de devoirs. Ainsi se trouve remis en évidence le rôle central de la laïcité. En assurant la liberté de chacun, eh bien, elle érige l'école en un lieu de savoir, reposant sur une distinction fondamentale avec la croyance. Oui, à l'école, nos élèves apprennent à distinguer entre savoir et croyance, et davantage encore à ne pas confondre les moments où ils savent et les moments où ils croient. Mais l'école fait face à une autre difficulté, plus singulière. Nous sommes dans un monde où la science occupe une place fondamentale, et pourtant nous avons parfois tendance à oublier ce qu'est la science. Non, la science n'est pas cette entité invoquée à longueur de publicité. La science, c'est un travail et à certains égards un artisanat. C'est ce point sur lequel insistait Gaston Bachelard quand il évoquait les travailleurs de la preuve. C'est ce que rappelait Raymond Aron dans un texte intitulé « Certaines valeurs que le professeur tient pour sacrées », où il écrivait, je le cite, « Rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle le savant travaillerait seul, livré à sa fantaisie ou à son génie. Les mathématiciens, les physiciens, les biologistes, séparés par les frontières, dispersés à travers la planète, sont tenus ensemble par des liens invisibles et puissants d'une communauté de recherche, de règles intellectuelles, informulées mais obligatoires. Eh bien, cette communauté de recherche va bien au-delà des frontières et je veux saluer la présence parmi nous, parmi vous, de M. Walter Stavlos, directeur des relations internationales de la STC, qui est là pour nous le rappeler. En France, comme ailleurs, ce n'est pas la moindre des difficultés que de rappeler que la science, c'est moins un contenu éternel qu'une fabrique du savoir. Surtout que, à la différence de la croyance, la science présente une difficulté supplémentaire. Il s'agit de sa possible remise en cause, qui constitue une part, pour plagier Karl Popper, une part définitoire de son être. Oui, la science peut être remise en cause. Or, de la remise en cause au soupçon permanent, il n'y a qu'un pas. Et le doute a joué dans l'histoire des sciences un rôle fondamental. Mais en même temps, il a laissé place à son ennemi intime, à savoir le soupçon généralisé et les théories complotistes. Des théories qui se nourrissent d'ailleurs de la représentation que l'on se fait souvent du savant, une représentation romanesque, presque romantique. Le savant, c'est celui qui a raison contre tous les autres, c'est Pasteur contre ses collègues, c'est Galilée contre l'Église. Mais nous avons oublié de toutes ces périodes les nuances et les subtilités pour ne conserver qu'une idée, la vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre. De cette imagerie-là, de ces histoires, se nourrissent alors des discours qui n'ont de la science que l'apparence, des discours qui séduisent de plus en plus d'élèves,
en leur donnant le sentiment d'accéder à un autre savoir réservé à une élite. Sur cette vision du savant solitaire, en but aux moqueries, aux persécutions de ses contemporains, sur cette vision héritée des combats d'un autre temps, prospèrent aujourd'hui les remises en cause perpétuelles des savoirs et des enseignements. Et parce qu'elles reposent sur du vide, ces théories, une contre-argumentation s'avère souvent inefficace. Vouloir prouver la fausseté de ces théories complotistes, c'est donner en réalité un crédit à ces théories et une importance qui corroborent leur thèse principale. On vous cache tout, la preuve, on essaye de nous contredire. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'une place toute particulière soit donnée à la question du complotisme, en particulier dans l'éducation aux médias et à l'information qui a fait son entrée dans les programmes scolaires. Parce que l'opinion, le « moi je pense que » qui règne en maître sur les forums internet, introduit une confusion tout aussi dangereuse entre ce qui n'est qu'un avis et ce qui constitue un savoir et qui obéit à des règles et à une éthique. Mais en vous disant cela, je ne tiens pas non plus à tomber dans un discours qui ferait d'Internet, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la cause de tous les maux. Internet n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est un outil, et l'un des grands enjeux d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'en servir et de s'en servir pour contribuer justement à la diffusion des savoirs et à la diffusion de la culture scientifique. Et je tiens à ce sujet à saluer Florence Porcel, qui est peut-être encore présente parmi nous, dont la folle histoire de l'univers n'est pas si folle que ça, mais se révèle au contraire rigoureuse et exigeante. D'ailleurs, en mettant dans votre intitulé le mot culture entre science et croyance, vous nous offrez en réalité une possible voie pour appréhender les deux. Si le mot culture est aujourd'hui fortement rattaché aux arts, il convient là encore de rappeler son sens profond. Oui, il existe une culture scientifique, comme il existe d'ailleurs des cultures religieuses. Partir de la culture, c'est observer la façon dont la science, comme la croyance, constitue deux voies, à partir desquelles l'être humain affirme sa singularité. Reconnaître ces deux voies, c'est aussi reconnaître qu'elles ont des lieux qui leur sont propres, des lieux où elles se déploient avec une force particulière. Pour la science, ces lieux, ce sont les laboratoires, les musées, mais aussi l'école. Est-ce pour autant une raison pour laisser les croyances hors de l'école et ne pas en faire des objets de savoir et d'enseignement? Une telle position est pour le moins délicate et difficilement tenable. Délicate parce qu'on laisse alors comme seule voie d'accès aux religieux la croyance. On donne l'impression qu'il s'agit de la seule possibilité. Pourtant, nombreux sont les croyants qui s'intéressent à l'appréhension historique, rationnelle, culturelle de leur foi. Après tout, n'existe-t-il pas, comme l'a résumé Pascal avec le sens de la formule qu'il caractérise, un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et un Dieu des philosophes et des savants? Les religions ne sont pas restées hors de l'histoire, elles ne sont pas restées hors des débats scientifiques, elles ne sont pas restées hors de la politique. Et bien sur tous ces aspects, oui, l'école a un discours à porter et une spécificité à défendre. Mais il nous appartient bien sûr d'aider nos enseignants dans ce domaine. D'une part parce que, comme le rappelait Paul Ricoeur, nous évoluons dans une société pluraliste, religieusement, politiquement, moralement, philosophiquement, où chacun n'a que la force de sa parole. D'autre part parce qu'un certain nombre d'enquêtes sont révélatrices, notamment sur le poids des croyances dans notre jeunesse. Nous devons en tenir compte, non pas pour condamner la croyance, mais pour établir des domaines distincts, pour rappeler ce qui la distingue de la science, tout en montrant qu'il est aussi possible de l'aborder par la science. N'ajoutons donc pas, au sentiment que les religions ont été laissées de côté, l'illusion que ne pas en parler pourrait constituer une solution. Le silence, l'euphémisme, le non-dit n'ont jamais rien résolu. Ils n'abolissent sûrement pas les tensions ou les passions, au contraire, ils les exacerbent. Alors nous devons aborder ces sujets, en prenant soin donc d'accompagner nos enseignants. Nous leur donnons pour ce faire des outils, des appuis, des formations, car rien n'est plus insupportable que le sentiment qu'ils peuvent avoir parfois d'être laissés démunis en première ligne, avec des injonctions ambitieuses mais déconnectées de la réalité du terrain. C'est tout le sens de l'effort conduit par le ministère, avec la mise en ligne de ressources pédagogiques spécifiques et des livrets abordant notamment l'enseignement du fait religieux à l'école.
C'est aussi le sens plus largement de la mobilisation des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche avec lesquels nous travaillons en très étroite relation. Je pense, en vous disant cela, à l'Institut européen en sciences des religions, qui travaille avec l'École supérieure de l'éducation nationale, ou encore à l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité de Lyon, qui porte un beau projet d'assises des religions et de la laïcité prévu pour l'automne 2016. Je pense aussi à cette université d'été de l'École supérieure du professorat et de l'enseignement de Lyon, qui s'est tenue en juillet dernier, justement autour de cette question de laïcité. C'est pour toutes ces raisons que je suis heureuse qu'une journée comme celle-ci existe, et je veux remercier Rachel Mulot de l'avoir animée avec, je crois, beaucoup d'énergie. Mais je veux aussi saluer la perspective que vous avez choisie pour aborder cette question, qui me semble être une perspective résolument pragmatique, comme le signale votre sous-titre. Comment en parler ? D'abord en s'appuyant résolument sur le savoir, mais aussi en rappelant une chose essentielle, ce lien qui est celui de la culture, des cultures. Montrons comment des liens se façonnent au fil des siècles entre des façons de voir certes diverses, mais qui présentent aussi une unité. Rappelons que cet humanisme auquel nous sommes tellement attachés est né dans ce discours de Pic de la Mirandole, Dignitate Hominis, avec cette phrase en particulier: « J'ai lu dans les livres des Arabes qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans le monde que l'homme. » Il y a une chose que toutes les sociétés ont partagée, indéniablement, à un moment ou à un autre, c'est l'émerveillement devant l'être humain. Et cet émerveillement a nourri la croyance autant que la science. Oui, les croyances, comme les sciences, naissent de cette interrogation si légitime: d'où venons-nous, nous qui sommes sur cette terre si singulier? Et ces croyances ont, au fil des siècles, évolué, elles se sont transformées. Entre les tragédies d'Échille et celles d'Euripide, des fissures apparaissent dans les convictions religieuses de la cité athénienne. Et cela a continué, évidemment. Rappelons alors que la croyance n'est pas vouée à nous diviser, à condition que nous réunisse quelque chose qui la dépasse, quelque chose qui la sublime. Et bien ce quelque chose, c'est précisément en France, dans notre école, la République et la culture qui lui est liée, l'humanisme. L'idée qu'il y a en chaque être humain quelque chose d'admirable, que nous avons le devoir de travailler, de nous accomplir, de nous émanciper, justement parce que nous avons toutes et tous des potentiels immenses que l'école va nous permettre d'explorer et d'exploiter. L'école nous arrache donc à un rapport passif au monde. Elle peut rompre la fascination morbide de certains propos et de certains sites. Elle oppose la logique de révélation, qui est celle de la propagande, à la logique de la connaissance, qui est la sienne. Mais si l'école peut donc beaucoup dans ce domaine, et je crois que vous en êtes la preuve dans cette salle, je tiens aussi à rappeler, et nous devons le faire, qu'elle ne peut pas tout. Ne faisons pas peser sur les enseignants et les personnels de l'éducation nationale une trop lourde responsabilité. L'école n'a ni formule ni remède magique. Si l'élève, au fil de son parcours, acquiert des savoirs, des compétences, des connaissances, ça n'est pas sous l'effet d'une métamorphose soudaine, mais grâce au travail continu, quotidien, que mènent les enseignants pour transmettre, expliquer, former. C'est évidemment bien plus lent, plus laborieux, plus difficile et plus décourageant parfois que les injonctions simplificatrices, les yaka suffit d'eux. Mais c'est aussi beaucoup plus galvanisant, plus libérateur et plus humain, en somme. C'est là, je crois, la réponse pérenne, efficace aux défis qui sont les nôtres, et c'est en définitive le rôle de l'école et la fonction qu'elle continuera d'assumer, que d'être encore et toujours, comme le disait si joliment Georges Lapierre, instituteur, résistant, qui mourut à Dachau en 1945, que d'être toujours, donc, cette école, un atelier d'humanité. Et dans ce musée de l'homme, dans ce lieu de savoir, dans ce lieu de résistance aussi, je voudrais conclure mon propos par ces vers d'Aragon, écrits pendant la Seconde Guerre mondiale, qui nous rappellent la force de ce qui nous unit, bien au-delà des différences. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Ce commun combat, c'est la République. Je vous remercie.